Allez, bienvenue aujourd'hui sur Zoom Invest pour ce nouveau format, une séquence qui s'appelle Private Lab. Aujourd'hui, je suis ravi, on va parler d'une classe d'actifs qui m'est chère, ce qu'on appelle, et attention, je mets des guillemets, le Private Equity. Alors, on va passer une vingtaine de minutes, on va faire vraiment de la pédagogie, on va rentrer dans le détail, on va soulever un peu le capot de cette classe d'actifs qui, on va se le dire, fait quand même le consensus dans la profession des conseillers en gestion de patrimoine et des banquiers privés. Je reçois ce matin pour ça deux camarades, Pierre-Olivier Desplanches qui est directeur général et cofondateur d'Archinvest, et attention Luc Maranda qui est donc, si je ne me trompe pas, partenaire en charge du Wealth Solutions chez Euraseo. Est-ce qu'on dit comme ça? C'est Parfait. Ça? Je l'ai fait en français parce que mon anglais est un petit peu Stéphane. dramatique. Bonjour à tous. Bon, alors on va commencer. D'abord, vous allez vous présenter, si vous le voulez bien. Pierre-Olivier, je te fais commencer. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire d'Archinvest et puis de toi? Oui, bien sûr. Donc, Archinvest, c'est une société de gestion qui est spécialisée en private equity et qui permet à des investisseurs particuliers, au travers de leurs gestionnaires de fortune, d'investir dans des grands fonds de private equity internationaux qu'on va sélectionner, qui étaient réservés historiquement à des institutionnels et qui aujourd'hui sont accessibles à des particuliers à partir de 100 000 euros. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cofondé Archinvest? Eh bien, c'est parce que, en fait, les cofondateurs d'Archinvest viennent tous du private equity en tant qu'investisseurs. En ce qui me concerne, moi, j'ai fait près de 25 ans dans cette classe d'actifs, dont près de 20 ans chez Carlyle. Donc j'accompagnais des fonds d'investissement pour identifier des sociétés qui avaient un fort potentiel. On s'associait à des équipes de management et on crée de la valeur en 4-5 ans et après on vendait l'entreprise. Et donc on s'est dit que finalement il se passait quelque chose dans cette industrie où on voyait qu'il y avait de plus en plus d'investisseurs qui voulaient accéder à des grands fonds de private equity. Mais surtout on arrivait à un moment charnière où ces grands fonds s'intéressaient aux investisseurs particuliers. Ça fait 25-30 ans qu'ils sont financés par des institutionnels sophistiqués, des fonds de pension américains, des compagnies d'assurance, des fonds souverains. Et aujourd'hui ils veulent diversifier leur collecte de fonds pour justement toucher un nouveau public parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir obtenir 50-60% de parts de marché chez leurs investisseurs historiques. Et donc, du coup, aujourd'hui, on vit une révolution où on peut, en tant que particulier, accéder à des fonds de qualité institutionnelle qui étaient historiquement uniquement réservés à des investisseurs institutionnels. Donc, c'est pour ça qu'on a créé Archinvest, pour donner accès et pour sélectionner tous ces fonds. Aujourd'hui, vous avez près de 15 000 fonds dans le monde, donc évidemment, ce n'est pas évident de s'y retrouver. Donc nous, on apporte cette expertise, cette légitimité pour sélectionner sur la base de plusieurs critères les fonds qu'on considère les plus intéressants. Et c'est pour ça qu'on fait cette émission ce matin, parce que justement, c'est un marché qui est quand même assez large. Alors Luc, même question, est-ce que tu peux nous parler de toi évidemment, et puis nous rappeler un peu qui est Euraseo comme acteur sur ce marché? Oui, Stéphane. Donc, moi, je suis Luc Maranda chez Euraseo depuis 25 ans. Je dirige le département Wealth Solutions. Chez Euraseo, on est des spécialistes des entreprises mid-cap en Europe continentale. Toutes ces entreprises sont non cotées. Et il se trouve qu'on gère 40 milliards d'euros qui sont dédiés à apporter des financements, soit en capital, soit à travers en leur prêtant de l'argent avec la dette privée, à cet univers de société. Et on a nos propres équipes d'investissement. Donc, à la différence de ce que fait Archinvest, c'est que nous, on fait nos propres fonds, en fait. Et on a nos propres équipes d'investissement. On est 400 personnes. Donc, à peu près 75% de nos actifs sous gestion, c'est du private equity, donc l'investissement en capital dans des entreprises non cotées. Ça va du venture capital, donc du capital risque, au buy-out, aux différentes stratégies. On prête de l'argent aussi à des sociétés, et puis on commence à s'exposer un peu à l'infrastructure. Voilà, on a deux grandes clientèles. On a la clientèle institutionnelle qui représente aujourd'hui à peu près les trois quarts de nos actifs sous gestion, et puis un quart qui représente les clients privés. Donc c'est le département dont je m'occupe, c'est un peu plus de 5 milliards d'euros. Où là, on a des gens qui sont high net worth individual, donc des gens qui sont capables, comme le disait Pierre-Olivier, mettre plus de 100 000 euros. Et puis, le gros de notre clientèle aujourd'hui, c'est le mass affluent. Ouais. Donc, c'est des tickets inférieurs de quelques dizaines de milliers d'euros. Voilà. Okay. C'est intéressant de vous avoir tous les deux finalement, parce que vous êtes complémentaires en fait dans l'absolu, et vous êtes même amenés potentiellement à travailler ensemble. On le fait d'ailleurs. Voilà, c'est intéressant. Ouais. Alors justement, Luc, tu mettais le doigt sur ce private equity pour nos auditeurs qui connaissent mais qui peut-être n'ont pas encore pratiqué finalement le conseil sur cette classe d'actifs. Est-ce que tu peux nous faire rapidement la définition, je remets des guillemets, du private equity, un peu d'historique et à quoi ça a servi finalement sur les 25 dernières années par rapport au marché coté ou à la dette bancaire classique? Voilà, en fait, c'est assez simple. Private equity, son traduction en français, ça veut dire capital privé. Donc, les entreprises auxquelles on s'intéresse, ce sont des entreprises non cotées en bourse. Parce qu'elles sont détenues, elles ne sont pas cotées, donc elles sont détenues par des personnes privées ou des fonds d'investissement. Une fois qu'on a dit ça, ce qui nous intéresse, nous, c'est des sociétés un petit peu plus grosses, adressables par de l'argent professionnel, c'était par des fonds d'investissement,
Et pour ce faire, il faut que la société elle ait quand même une certaine taille, une certaine structure. Et ce qu'on considère à peu près, c'est que tout cet univers des sociétés, ça représente à peu près 10 à 12 fois plus d'entreprises que ce qu'on peut trouver sur les marchés cotés en bourse. Donc on a un univers adressable qui est beaucoup plus important. Ouais. Et c'est dans ces sociétés-là, en fait, que nous allons apporter de l'argent. Et il faut se dire une chose, en fait, ce métier, il est très simple. On rentre dans des sociétés pour être à leur capital, donc on prend des risques puisqu'on est investisseur. C'est des sociétés dans lesquelles les actions ne sont pas disponibles à la bourse, et des sociétés qui valent relativement cher, qui peuvent valoir plusieurs dizaines de millions d'euros, voire plusieurs centaines de millions. Donc à ce moment-là, c'est compliqué de rentrer à leur capital. Donc si on y va, c'est parce qu'on est convaincu qu'on va contribuer à la création de valeur. Ouais. Tu vois, ça c'est fondamental. Il y a un engagement systématique des actionnaires dans ces sociétés, si bien qu'au global, tu as une bonne gouvernance. C'est de l'investissement de spécialistes, en fait. C'est voilà. Par rapport au côté où finalement tout le monde y a accès. Là, vous êtes quand même des spécialistes. Et peut-être quelques exemples, parce que les gens peut-être ne se rendent pas compte, mais quand ils cassent leur pare-brise et qu'ils vont chez Carglass, c'est une boîte qui fait quasiment 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui n'est pas cotée en bourse. Ouais, quand on est tous clients de Doctolib, Doctolib, c'est devenu une boîte importante, elle n'est pas cotée en bourse. Ouais. Quand on achète une doudoune chez Jot, c'est pareil, c'est pas coté en bourse. Ouais. Donc on a quand tu as Maison du Monde, les chaussures Besson, tout ça, c'est pas coté. Donc en fait, tu vas acheter une glace chez Picard. Ouais. Picard, c'était pas coté jusqu'à il y a pas longtemps. Chez Froneri, pareil. Donc il y a toute une palette extrêmement large d'entreprises qui sont très connues du grand public, mais le public ne se rend pas compte en fait que ces sociétés-là ne sont pas cotées en bourse. Alors justement, parce que c'est important, parce que tous les noms que tu cites, finalement, on sait que c'est des entreprises qui seraient en mesure par leur taille un jour d'être cotées, c'est un choix des actionnaires à un moment donné. Est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît Pierre-Olivier, un petit peu les différentes familles, je ne sais pas si c'est le bon terme, dans le private equity, c'est-à-dire quelle est en fait la timeline de vie d'une entreprise et à quel moment donné vous privilégiez de rentrer et sous quelle forme ? Ouais, effectivement, il y a plusieurs stratégies dans le private equity qui sont liées au développement et la maturité de l'entreprise. Quand on regarde une société qui se lance, une jeune pousse innovante, on parle de venture capital ou de capital innovation en français. Bon, là, on est sur des sociétés évidemment très fragiles qui ont un potentiel de croissance important, mais on va vous parler que des licornes qui ont très bien réussi ou des Instagram ou des Facebook, mais on ne vous parle pas de toutes celles évidemment qui ont pris le mur. Donc, c'est quelque chose qui est très fragile et les fonds sont minoritaires aux côtés des équipes fondatrices. La société se développe, elle est plus solide, mais elle a encore besoin de capital externe pour sa croissance. On parle de gross equity ou de capital développement en français. Là encore, on est toujours sur des phases de société qui sont quand même un petit peu fragiles, avec des fonds minoritaires aux côtés des fondateurs. Et puis vous avez un stade où la société est beaucoup plus établie, elle est plus grosse, elle génère des cash flows. Et là, on parle de capital transmission ou de LBO en français. LBO, c'est donc leverage buyout, donc acquisition avec effet de levier. Donc concrètement, si on prend un exemple simple, c'est quoi un LBO ? C'est comme acheter un appartement avec de la dette. Vous avez identifié un appartement qui vaut 100, il vous intéresse, vous allez voir votre banquier, il va vous dire je peux te prêter en fonction de ta capacité à rembourser ta dette et tes intérêts 70 et vous mettez 30 de votre poche pour acheter l'appartement. Là, c'est la même chose. L'équipe d'investissement va identifier une société qui lui plaît. Elle va aller voir historiquement une banque, aujourd'hui plutôt un fonds de dette privé, mais c'est le même principe. Et en fonction de la capacité de l'entreprise à rembourser cette dette et ses intérêts, ils vont pouvoir obtenir, mettons, ces 70 de la banque et du coup, ils vont prendre 30 du fonds, de l'argent qu'ils ont levé auprès de leurs investisseurs, historiquement des institutionnels et aujourd'hui des institutionnels et des particuliers. Et donc, vous avez réuni les 100 pour acheter cette société. Donc, vous allez, avec les cash flows, rembourser votre dette. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et ça, la grosse différence, c'est que, comme l'expliquait Luc, là, vous avez des équipes qui sont majoritaires aux côtés des équipes de management. Donc, le fonds contrôle le destin de l'entreprise. Et c'est fondamental parce que là, vous rentrez dans des scénarios où, évidemment, on s'adosse à une équipe experte, mais elle a les mains libres pour transformer l'entreprise, prendre les bonnes décisions, évidemment, toujours avec l'équipe de management. Et puis, à côté de ces trois stratégies, vous avez une autre stratégie qui est complémentaire, qui est ce qu'on appelle la dette privée. Alors, la dette privée, ça va être la partie dette du financement du montage LBO dont je viens de parler. Donc là, évidemment, vous n'êtes pas du tout dans le même niveau de la structure de capital, vous n'êtes pas au niveau des actions, vous êtes au niveau de la dette, vous êtes les premiers à être remboursés. Et donc, c'est une stratégie qui se développe énormément parce qu'évidemment, ça correspond à un profil de risque-rendement qui est un peu différent, mais qui est aussi... C'est-à-dire que si je comprends bien, les premières stratégies, si on fait le rapprochement dans nos esprits de CGP par rapport au côté, ce serait de l'equity, c'est-à-dire de l'action.
Et la dette privée, c'est la partie un peu obligataire. Finalement, tout à ça fait. fonctionne un peu pareil. Il y a en Ouais. private equity les deux marchés. Exactement. Alors, Pierre-Olivier Tanquetier, très rapidement, parce que justement, on parle de CGP, on parle de mon métier et de ceux qui nous écoutent. Pourquoi aujourd'hui, en 45 secondes, pourquoi il faut mettre du private equity dans une stratégie patrimoniale, tu penses, toi? Ton argument principal quand tu rencontres quelqu'un comme moi? Le premier argument, c'est que c'est une classe d'actifs qui a un profil de rendement risque extrêmement attractif. Alors pourquoi c'est si attractif? Il y a des raisons à ça, on n'a pas le temps d'évoquer toutes les raisons, mais c'est la façon dont les sociétés sous LBO sont gérées. Il suffit de regarder certains graphes de France Invest. On voit que quand l'économie se développe, les sociétés accompagnées par des fonds vont croître en moyenne 2 fois plus vite. Le taux de croissance du chiffre d'affaires est 2 fois supérieur à celui d'une société non accompagnée. Et quand l'économie est plus compliquée, comme en 2020, eh bien, elle résiste mieux. Il y a plein de raisons à ça. Tout est dit. Il y en a une qui est fondamentale et dont a parlé Luc, c'est qu'il y a un alignement financier d'intérêts qui est très puissant. Quand vous décidez à investir aux côtés d'une équipe de management, c'est qu'elle vous a convaincu que c'était un bon projet, que la stratégie était bonne, mais vous allez lui dire tu vas achever de nous convaincre en investissant une somme significative de ton patrimoine qui est en général autour de 50% de leur patrimoine ou de l'argent qui viennent de sortir de l'opération précédente. Et le fonds lui-même, l'équipe de gestion, quand on rentre dans un fonds, on investit dans le fonds, donc indirectement dans les sociétés. Et le fait d'avoir toute l'équipe investie, ça veut dire qu'on est dans le même bateau, on veut ramer le plus vite possible en 4-5 ans. Et quand vous traversez des tempêtes, ce qui peut arriver, prédire l'avenir, c'est le métier le plus difficile. En 2009-2010, évidemment, personne n'avait prévu, à part un ou deux hedge funds américains. Eh bien, le fait d'avoir tous investi autant d'argent et avoir tous beaucoup à perdre, ça crée de l'agilité, de l'énergie. Et c'est comme ça que ces sociétés résistent si bien. Et ce qui ressemble finalement à l'engagement qu'on a, nous, par rapport à nos clients, c'est qu'on les accompagne quand ça va bien, on les accompagne quand ça va mal. On est un peu dans le même bateau aussi. Donc, c'est très bon argument. Luc, toi, tu penses que pourquoi c'est nécessaire? Bon, je pense que tu partages ce que dit Pierre-Olivier. Oui, complètement. La gouvernance, c'est la clé. Et quelquefois, on est déçus dans les marchés cotés parce que il y a une telle masse d'actionnaires qui n'ont aucune influence dans la société qu'on a des fois un disconnect entre les managers et les actionnaires, ce qui n'est pas le cas dans notre métier en général. Donc, c'est pour ça qu'une meilleure gouvernance, globalement, ça produit de meilleurs résultats. Donc ça, c'est fondamental. C'est important dans toute, on va dire, construction patrimoniale, d'avoir une poche d'un côté. Pourquoi? Parce que c'est une poche qui est stable. Et cette stabilité, alors, je ne vais pas parler tellement de rendement. La seule chose, c'est que si on fait l'effort avec ces comptes, il y a quand même quelques contraintes d'investissement dans les marchés privés. C'est qu'on n'a pas la liquidité qu'on a sur les marchés cotés. Ouais. Donc, il y a quand même une petite contrainte. Et cette contrainte, il faut qu'elle soit rémunérée. Donc, ça veut dire que, quand même, si on n'est pas en mesure d'offrir quelques points de plus dans des investissements de nos côtés par rapport à ce qu'on peut avoir sur les marchés cotés, je ne vois pas trop l'intérêt de venir sur ce private. C'est un argument approché avec beaucoup de pudeur. Non, mais ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Prime de risque. C'est crystal clear, mais il faut le répéter. Donc, il y a un premier élément de ce type-là. Ouais. Deuxièmement, en fait, là où c'est intéressant, on parlait de dette privée. Tous les CGP savent très bien que quand les taux d'intérêt montent, les obligations, elles baissent. Ouais. Obligations cotées. Ouais. En dette privée, quand les taux d'intérêt montent, on gagne plus d'argent. C'est normal. Nos obligations ne sont pas cotées en bourse. C'est plus intuitif en nos côtés. Ouais. À la condition, c'est dans le côté que c'est pas intuitif. À la condition, bien sûr, que nos entreprises aient des opérations qui soient raisonnables en termes d'effet de levier par rapport au montant de la dette par rapport au capital. Mais si c'est le cas, et que les sociétés sont de bonne qualité, on n'a pas trop ce sujet. Donc là, c'est un élément très important. Deuxièmement, le fait qu'on ne soit pas coté. Le fait qu'on ne soit pas coté, on est un petit peu immunisé de la volatilité des marchés. Alors bien évidemment, on n'est pas immunisé d'une crise économique, mais quand les marchés font du yo-yo, nous, comme on n'est pas coté, on n'a pas ce sujet-là. Donc c'est quand même infiniment plus, on va dire, pas tranquille, mais on peut se reposer, on n'a pas constamment les yeux sur le compteur. Quelque part, je sais pas plus si lisible, c'est le bon terme, une approche de moyen terme, et se dire que globalement, avoir 10 à 15% de son patrimoine financier sur des investissements de nos côtés, moi je trouve que c'est une bonne chose. Je savais que cette question serait une question qui durerait plus longtemps que 45 secondes chacun. Désolé. Non, mais c'est pas grave, au contraire, c'est hyper bien parce que finalement, c'est très important ça m'amène à fixer les choses. Ça m'amène à cette dernière question qui est importante parce que le temps passe hyper vite quand on parle de choses intéressantes. Alors Pierre-Olivier, je vais te relancer là-dessus. On se rend compte que c'est quelque chose d'assez lisible. Évidemment, on sait que les rendements sont quand même assez attractifs, toutes choses égales par ailleurs, évidemment. Il existe quand même des contraintes, des risques. On sait qu'il y a des inquiétudes aussi, parce que là, je parle de ma profession, de conseiller en gestion de patrimoine indépendant. On a eu un grand consensus. On a vu de temps en temps qu'il y a quand même, ça arrive, évidemment, des accidents.
comment on se réassure par rapport à ça? Comment on se protège en fait? Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi de ces contraintes et de ces risques? Ouais, je pense que faut être conscient qu'on est investisseur. Quand on fait du LBO sur la partie equity, on est dans la partie capital de l'investissement et il n'y a pas de rendement garanti, évidemment. Après, comme dans toute industrie, vous avez des très bons acteurs extrêmement disciplinés et puis d'autres qui le sont un peu moins. Donc, quand vous regardez les fonds sur très longue période, vous avez des gens qui, millésime après millésime, quels que soient les cycles économiques, arrivent à délivrer une performance très solide. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des process, on n'a pas le temps d'évoquer tous ces process, mais extrêmement importants. Mais tu peux nous en parler d'un exemple si tu as envie. Ça va être la façon dont les sociétés sont gérées, ça va être l'implication qu'ils ont sur la société, les experts qu'ils vont mettre autour de la table, la façon dont ils imposent l'investissement du management. Tout le monde n'impose pas 50%, il y a des fonds qui imposent même 80% de réinvestissement à des équipes de management. Et ils nous disent parfois on perd des deals parce qu'il y a des managers qui ne veulent pas. Mais eux leur disent nous on réinvestit tous nos bonus, tout notre carry d'intérêt, donc la rémunération de l'équipe de gestion, on la remet dans notre fonds parce qu'on considère que c'est le meilleur endroit pour investir notre argent. Avec des gens qui vont avoir parfois 1 à 2 sociétés maximum en portefeuille parce qu'ils passent énormément de temps aux côtés des équipes de gestion pour les transformer, pour trouver de la valeur, faire des acquisitions complémentaires, etc. Alors, ce qui s'est passé, et c'est le lien avec l'actualité, où effectivement, aujourd'hui, on entend pas mal de choses en disant le private equity, c'est fini, ça a pris une telle proportion, va y avoir de la casse, etc. Oui, on est d'accord, nous, en tous les cas, dans cette industrie, pour dire va y avoir un nettoyage, mais c'est pas la première fois que ça arrive, parce que depuis 25 ans que je suis dans cette industrie, j'ai déjà eu des périodes où on m'a dit tu sais quoi, les investisseurs institutionnels, certains vont être déçus par la performance de certains fonds, ils vont se concentrer sur un nombre plus limité de fonds, et donc ce qu'on dit en anglais, fly to quality, et du coup, il y a des fonds qui vont disparaître. Sauf qu'à l'époque, il y a 15 ans, le marché était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui, donc aujourd'hui, on parle de milliers de fonds, comme on a lu ça dans la presse, et c'est pas grave, c'est plutôt bien, parce que ça va assainir le marché. Il y a eu une période, en fait, qui a duré très longtemps, que tout le monde a vu, avec des intérêts négatifs ou nuls. Pendant cette période-là, l'argent ne coûtait rien. Vous aviez un marché qui était extrêmement compétitif, où finalement, c'était le vendeur qui avait la main, et où les gens, parfois, étaient un peu cow-boys, faisaient des due diligence très rapides, coupaient les coins, et s'en sortaient tant que l'économie était prospère. Puis en 2022, fin de l'histoire, il y a eu l'augmentation des taux d'intérêt. Donc il y a des gens qui ont cherché une chaise et il n'y en a plus. Donc là, évidemment, ils sont dans une situation où ils ont un portefeuille de qualité moyenne. Ça ne veut pas dire que les sociétés sont pas bonnes, c'est juste qu'ils ont acheté trop cher pour ce qu'elles représentent. Et aujourd'hui, les acheteurs leur disent non, le monde a changé, ta société ne vaut pas ce prix-là. Donc ils restent avec ces portefeuilles, ils cherchent à faire des acquisitions complémentaires. Et donc vous avez des institutionnels qui devaient avoir des liquidités qui ne l'ont pas. Donc c'est pour ça que ces gens-là vont avoir beaucoup de mal à relever derrière, parce que les fonds vont leur dire tu m'as pas rendu l'argent dans les délais, la performance sera pas au rendez-vous, je ne t'accompagne plus. Donc en fait, les meilleurs, on va avoir une polarisation, ce qu'on voit déjà, les meilleurs vont attirer encore plus d'argent des institutionnels. Et saisiront des opportunités, parce qu'il y aura forcément des opportunités. Exactement. Mais ça veut dire que ça va être encore plus difficile d'accéder à ces meilleurs gérants. Donc il va falloir, et c'est pour ça que nous, on est content d'avoir fait ce métier, parce qu'on a des accès et on est légitime pour rentrer dans ces fonds, mais il faut jouer des coudes. Et évidemment, il y a pas mal de fonds qui vont disparaître. Donc on ne peut pas dire que l'industrie est en train de péricliter, c'est juste qu'elle va se nettoyer, s'assainir. C'est une bonne chose, mais en tous les cas, comme dans toute industrie, il y a des très bons et des moins bons. Alors justement, en 10 secondes, en sachant, Pierre-Olivier, que chez Arch Invest, vous sélectionnez des fonds. Donc finalement, toi, si ça se réduit et s'il y a flight to quality, tu vas simplement avoir aussi ta propre stratégie qui est adaptée à aller choisir ce que tu estimes être les meilleurs dont tu parlais. Nous, ce qu'on voit, si vous voulez, les moins bons. Ce qui est dangereux, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui sont intéressés par ce marché parce qu'ils se disent, oulala, il y a des places à prendre. Et donc, tout le monde s'improvise un petit peu expert du private equity. Alors que vous regardez, les gens qui font notre métier de sélectionneur, il n'y en a quasiment pas qu'on fait ce métier de l'intérieur. Et donc, ils se rassurent derrière des belles marques en se disant, tel nom est très connu, il gère 400 milliards dans le monde, c'est forcément bien. Et c'est extrêmement dangereux parce que ces grandes plateformes, ils gèrent des dizaines de fonds. Certains peuvent être bien, d'autres pas si bien que ça. Et même sur leur fonds flagship, on voit qu'il y a des gros acteurs. L'erreur peut arriver de toute façon. Puis il y a quand même une tendance où on gère de plus en plus d'argent, on court après les actifs sous gestion et peut-être un peu au détriment de la performance. Donc les meilleurs acteurs aujourd'hui ne sont pas forcément les noms les plus connus. En fait. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et donc quand vous ne connaissez pas une industrie, évidemment, vous allez vous rassurer derrière les plus gros. Et c'est là où ça peut être dangereux parce qu'on voit dès aujourd'hui des grands noms qui ont quelques problèmes. Excepté Eurazeo, évidemment, Luc. Dans les risques, je suis obligé de t'en parler parce que je connais un petit peu votre société de gestion. Moi, j'ai assez confiance. Il y a aussi un autre risque dont Pierre-Olivier n'a pas parlé, mais c'est finalement aussi l'appétence un peu
du marché qui a poussé peut-être aussi à qu'il y ait florès de nouveaux acteurs. Et cette notion un peu de liquidité, etc., sachant que vous avez une stratégie qui théoriquement devrait bien se passer dans ce qui se passe en ce moment. Je vais parler là beaucoup pour la clientèle que je considère comme mass affluente, qui est aujourd'hui le gros de notre clientèle. On s'adresse aussi bien sûr aux personnes plus fortunées. Mais on en a déjà parlé avec Pierre-Olivier. Donc, en fait, sur le mass affluent, tu peux faire deux choses, on va dire, deux types d'investissements. Il y a les gens qui ont une appétence, on va dire, un peu plus au risque ou sur une stratégie particulière. Et ces gens-là, on va les diriger plutôt sur des fonds fermés, donc ce qui se fait depuis toujours. Sauf que comme ce sont des clients qui sont des non-professionnels de l'investissement financier, qui vont investir quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'euros, puisque nous, on a souvent des minimums à 10 ou 20 000 euros, à ce moment-là, on a tout un pan réglementaire avec des agréments de l'autorité des marchés financiers, évidemment, ou de la CSSF, enfin du régulateur du pays dans lequel nous allons distribuer les fonds, et on est assez contraint. Mais il y a une chose qu'on a toujours fait depuis que je fais ce métier chez Eurazeo depuis 25 ans, c'est que on considère que la clé d'actifs, on peut l'offrir à tout le monde, que ce soit le fonds de réserve de retraite ou toi ou ton voisin, à la condition que toi ou ton voisin vous ayez bien expliqué de quoi on parle. Ouais. Et surtout qu'on vous ait convaincu que ce qu'on fait pour vous, c'est exactement la même chose que ce qu'on fait pour le fonds de réserve de retraite. Sauf que, comme vous n'êtes pas des professionnels d'investissement, on va vous loger dans un véhicule qui va répondre à toutes les obligations réglementaires. Mais ce fonds, même s'il est différent du fonds institutionnel, typiquement, il va investir au même moment, aux mêmes conditions financières, dans les mêmes sociétés. Parce que typiquement, on a un fonds, la qualité on va avoir un fonds Instit qui va lever 1 milliard avec 50 clients. Et puis on va avoir un fonds dédié aux clients privés qui va lever peut-être 200-300 millions avec 3000 clients. Ouais. Forcément, on ne peut pas avoir les mêmes process, on ne peut pas avoir la même structure juridique, mais on est capable de les faire co-investir et de présenter les mêmes portefeuilles. Ça, c'est un premier élément très important. Le deuxième élément, tu fais référence à la liquidité, c'est que... Très important dans la masse affluente, entre guillemets, c'est un vrai sujet dont on entend parler là. C'est très important. Pourquoi ? Parce que c'est devenu le vecteur aujourd'hui le plus important en termes de distribution. Alors ça, c'est pour la France essentiellement du private equity. C'est dans le cadre de l'assurance vie, à travers des unités de compte. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un assureur, c'est une grosse machine informatique qui est là pour traiter du volume, avec des processus automatisés. Il y a un fonds de private equity fermé qui est ouvert pendant 2 ans, qui fait des valeurs trimestrielles, voire semestrielles. C'est très compliqué. Ce qui est la base du private equity. On ne va pas faire rentrer un carré dans une sphère. Ça ne marche pas. Donc, pour répondre en fait à toutes les contraintes des compagnies d'assurance et aussi apporter aussi un petit peu de confort à des clients privés, de leur dire voilà, on veut renverser la table, on veut vous rendre un petit peu votre agenda, vous investissez quand vous le souhaitez, vous sortez presque quand vous le souhaitez. Mais presque on va y venir. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'idée d'avoir un fonds perpétuel, ou ce qu'on appelle les fonds evergreen, c'est qu'en fait, on essaye de répliquer une structure qui est familière à tous les clients qui investissent par ailleurs sur des fonds cotés en bourse. Le fait de se dire, voilà, avant de rentrer sur un fonds, je regarde un peu dans le rétroviseur, quelle est la stratégie du fonds? Qu'est-ce qu'il a fait dans le passé? Alors évidemment, les performances passées qu'est-ce qui va permettre quand même d'assurer un minimum de disponibilité des fonds? Alors le passé ne préjuge pas du futur, il faut toujours le dire. Mais toujours est-il que ça apporte un certain niveau de confort. Et ça, nous, on le fait, mais c'est pas simple. Il faut bien le faire. Oui. On revient sur ce que disait Pierre-Olivier. Et il faut bien le faire. Et nous, je pense que pour la présent, jusqu'à présent, on le fait bien parce qu'on a démarré il y a 8 ans. On a aujourd'hui un produit qui fait plus de 3,5 milliards. Donc, en fait, si on est arrivé à ce niveau oui, c'est que ça fonctionne. C'est que ça fonctionne et que ça produit de la performance. Mais toujours est-il, c'est extrêmement complexe. Il faut avoir des équipes opérationnelles qui sont capables de se mettre à la discipline d'un fonds qui sort des valeurs liquidatives toutes les semaines, notamment pour satisfaire les assureurs. Donc tout ça demande beaucoup de discipline. Ça passe nécessairement par une grande diversification. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que si on veut faire un fonds evergreen, il y a 2 choses qui sont fondamentales pour apporter aux clients. Il faut leur apporter de la prédictabilité. Parce que clairement, on sait très bien que si le fonds est perpétuel, il va taper
un Covid, il va taper la Oui, hausse il des va taux vivre- d'intérêt, il il va va vivre des taper choses la prochaine exogènes, crise économique. évidemment. Et donc, il sera chahuté. Ouais. Et on va certainement pas faire un fonds pur sur une stratégie risquée quand on veut adresser un nombre important de clients. Donc ça, c'est un premier élément. Il faut apporter de la prédictabilité. Et deuxièmement, il faut avoir des stratégies qui soient adaptées à la possibilité d'offrir, qu'on offre aux gens de sortir de temps en temps. Donc il faut des stratégies relativement courtes. C'est pour ça que nous, on a fait un mixte de dette privée, qui est une stratégie relativement courte, parce que ce sont des stratégies à 3-4 ans, avec associé à du private equity, mais sur le marché secondaire, où là on est sur le marché de l'occasion des institutionnels, où là aussi on est sur des cycles d'investissement un petit peu plus courts. Donc c'est un peu contre-intuitif, parce qu'on dit toujours le private equity c'est du long terme. Oui, c'est du long terme, mais on peut trouver dans tout cet univers dont on fait des références, qui est le capital transmission, le buyout en Europe, des moyens de l'aborder avec des stratégies un peu plus courtes. Et quand on a ça, eh bien, on arrive à avoir quelque chose qui tient la route. Okay. Mais voilà, il faut se rappeler que c'est complexe et que c'est pas tout le monde qui pourra faire ce type de produit. Bon, merci en tout cas, on a bien compris. En gros, il faut choisir ses acteurs. Donc là, évidemment, ça c'est votre spécialité. Des acteurs de qualité, ça, on va dire que c'est votre spécialité. On essaye. Non, mais c'est-à-dire que quel que soit le risque, la contrainte, etc., on n'oublie pas que même si les rendements, même si c'est simple, même si c'est lisible, ça reste un investissement quand même à risque. Il faut que nous, responsables des portefeuilles de nos clients, on n'y mette pas non plus full private equity. On est d'accord ? Non, on est d'accord. Et que, évidemment, la qualité ouais. de l'intermédiaire, la qualité des acteurs est quand même prépondérante en private equity, comme dans toute classe d'actifs. Ouais, je dirais une conclusion, peut-être, c'est que chez les institutionnels, le taux d'équipement dans les marchés non cotés, c'est environ 10%. C'est ça, c'est ce qu'on dit. Tu partages cet avis, Pierre-Olivier ? Ouais, je dirais que... Quand on va aux États-Unis, les fonds de pension américains et les endowments, toutes les universités, Harvard, Stanford, etc., sont autour de 30%. Donc, évidemment, les US, c'est un autre marché que l'Europe, mais voilà, c'est quand même eux qui ont créé le private equity. Ils sont équipés à hauteur de 30% quand ils sont les plus sophistiqués. Pour les particuliers, nous, en tout cas, nos chambres professionnelles nous conseillent de ne pas dépasser 10%. Voilà, chez les particuliers, mais on nous le conseille. Voilà. Non, mais je pense que le niveau d'équipement des particuliers, il est inférieur à 1%. 1%, exactement. Il y a encore un terrain de jeu, pardonnez-moi du terme, assez large. Oui, puis je pense qu'il faut toujours adapter par rapport aux clients. Il y a des clients qui peuvent prendre une exposition supérieure compte tenu de leur patrimoine. Après, effectivement, quelqu'un qui a 800 000 €, on ne va pas lui dire mais 20%. Ça évidemment, fait pas évidemment. Merci beaucoup à tous les deux pour ce moment pédagogique. J'espère qu'on a apporté des éléments supplémentaires à mes confrères. Puis on en reparlera, évidemment, avec plaisir. Avec plaisir. À la bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.